Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être, comme toujours, nombreux à nos webinaires et présents donc pour ce genre de débat organisé donc par Haussmann Patrimoine, dont je vous redis quelques mots, puisque nous avons toujours des clients fidèles qui suivent nos webinaires, mais également des personnes qui nous connaissent moins ou pas. Donc, en quelques mots, Haussmann Patrimoine, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, cabinet que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Et dans le cadre de nos activités, notamment l'activité de conseil en investissement financier, nous sommes amenés à rencontrer énormément d'acteurs, de sociétés de gestion qui nous proposent des solutions et des savoir-faire. Et l'objectif de réunions comme celle-ci, c'est de partager avec vous cette connaissance, ces savoir-faire, de rendre accessible des sujets parfois un peu techniques, en vous donnant la possibilité d'accéder directement, comme nous, à des experts des marchés financiers ou des produits financiers. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de produits, de fonds d'investissement, bien qu'on ait invité un gérant d'actifs important et très connu et qui a une offre pléthorique en la matière. Donc, je vais juste introduire rapidement Franklin Templeton en vous rappelant que c'est une institution financière qui existe depuis 75 ans, qui gère 1600 milliards de dollars, qui emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier. C'est donc un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. C'est aussi une société de gestion indépendante, une des rares sociétés de gestion encore familiale, même si le groupe est aussi coté en bourse, notamment sur le S&P 500. Donc Franklin Templeton fait partie des 500 valeurs cotées aux États-Unis sur le S&P. Une présence donc dans 155 pays, beaucoup de savoir-faire dans différents domaines, que ce soit ETF, gestion active, actions, obligations, infrastructures, private equity, dette privée. Enfin bon, à ce niveau d'entreprise, il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'équipes spécialisées pour couvrir à peu près tous les sujets. Et aujourd'hui, on a invité, et on est ravis d'avoir avec nous Julien Semonsu, que je vais vous introduire très rapidement, mais je vais laisser se présenter évidemment, qui est au sein du groupe responsable notamment de la formation sur toute la zone Europe et Moyen-Orient et Afrique. Donc, il a la lourde tâche de transmettre tout ce savoir-faire dans différents domaines. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi de traiter avec vous, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis un an ou deux, c'est l'inflation, mais parfois, pour certaines personnes, ça peut être encore considéré comme quelque chose d'abstrait et d'un petit peu flou. Et donc, ce soir, on ne va parler que d'inflation. Il n'y aura pas de zoom sur un produit financier. Et donc, on espère que vous aurez des questions à nous poser parce que vous avez un expert devant vous pour y répondre. Donc, Julien, je vous laisse vous présenter et peut-être directement enchaîner sur la présentation. Merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette session de la Franklin Templeton Academy. Quelques mots sur cette académie. Elle existe dans le groupe depuis 2005 et donc on a développé un catalogue de formations assez exhaustives, des formations assez exhaustives pour traiter de tous les sujets autour des thèmes d'investissement. Ça peut être par exemple la diversification, mais également sur des classes d'actifs en particulier. Et aujourd'hui, dans le cadre justement de cette proposition de valeur qu'on offre à nos partenaires et également à vous, j'ai effectivement le plaisir de vous présenter cette présentation qui, je pense, va être très intéressante sur l'inflation. Alors, comme vous avez pu le constater, on a beaucoup parlé d'inflation ces dernières années, ces derniers mois, mais il est aussi important de revenir sur un certain nombre de concepts pour bien comprendre, en fait, comment fonctionne cette inflation, quel peut être l'impact qu'on va voir sur les classes d'actifs, par exemple, mais également
regarder en fait quelles sont les actions des banques centrales. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs façons d'appréhender le sujet. Et sans plus attendre, eh ben, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer quels vont être les objectifs d'apprentissage de cette petite heure de formation. Alors, bien évidemment, on va commencer par l'essentiel, c'est-à-dire définir l'inflation dans un contexte historique et bien évidemment contemporain. Ensuite, on va regarder, comme je vous le disais, l'impact de l'inflation, et ça, pas seulement sur l'économie réelle, mais également sur les classes d'actifs. Les cycles de marché, il est important de regarder les cycles haussiers et les cycles baissiers. Vous allez voir, j'ai parlé peut-être de bull market et de bear market, donc ça vous parle peut-être. Et ensuite, bien évidemment, revoir en fait des essentiels sur les politiques monétaires et fiscales et pourquoi c'est important d'avoir en tête la façon dont ça fonctionne et comment ça va influencer en fait non seulement nos investissements mais notre vie de tous les jours. Voilà. Alors, sans plus attendre, on peut se lancer dans le vif du sujet. Et ici, sur cette première diapositive, vous voyez, il y a vraiment une définition la plus simple possible de l'inflation. Je suis sûr que vous la connaissez. Donc, c'est perte de pouvoir d'achat due à une augmentation générale et durable des prix. D'accord? Donc ici, c'est le rythme, d'une certaine manière, le rythme annuel auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente et par la suite, le pouvoir d'achat va diminuer. D'accord? Et comme vous le savez, les banques centrales vont tenter de mettre un terme à une inflation qui va être trop élevée, mais également à une déflation qu'on pourrait qualifier de sévère. Et donc ça, c'est fait dans l'optique, dans l'objectif de limiter au minimum la croissance excessive des prix. D'accord? Et donc, comme vous le savez, à mesure que l'inflation augmente, chaque euro va acheter un pourcentage plus faible d'un bien. Donc, si par exemple, si on prend l'exemple d'un paquet de bonbons qui coûterait 1 euro, euh, avec une inflation de 2%, dans un an, ce même paquet de bonbons coûterait 1,02 euros. D'accord? Donc, dernière information importante, la plupart des banques centrales à travers le monde vont s'efforcer de maintenir des taux d'intérêt ou des taux d'inflation plus exactement entre 2 et 3%. D'accord? Donc ça, c'est des éléments concrets et importants. Donc il y a aussi un élément important à regarder, c'est au niveau de l'impact de l'inflation, l'impact réel qu'on peut constater. D'accord, ici, donc vous avez un exemple très concret que vous avez en plus, on a tous vécu, c'est-à-dire le prix de produits alimentaires. Alors si on prend donc la définition de l'inflation, une inflation, enfin pardon, une alimentation qui a coûté en moyenne X montant par semaine l'année dernière va coûter en moyenne X fois 10% par semaine cette année. Donc, si vous avez une augmentation de l'inflation, bien évidemment, le prix va augmenter. Donc, l'évolution de l'inflation, comme vous le savez, a des implications pour non seulement l'activité économique, mais aussi la compétitivité nationale. Donc, ici, les entreprises vont devoir surveiller l'augmentation des coûts et des prix et ils vont évaluer leur environnement concurrentiel, d'accord, pour décider comment ils vont réagir à la hausse de ces coûts et à la hausse de ces prix. D'accord? Donc, et d'un autre côté, les consommateurs, eux, vont utiliser ces changements de prix pour prendre des décisions d'achat. D'accord? Donc ici, avoir une mesure précise de l'inflation, comme vous le savez, est vraiment essentiel, vraiment très important. Alors, comment est-ce que cette inflation est mesurée? Et en fait, il existe de nombreuses mesures d'inflation qui sont basées sur différents indices de prix. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder le site Eurostat, hein, où vous avez une batterie d'indicateurs, notamment autour de l'inflation, et vous pouvez regarder quelle va être l'inflation, non seulement dans la zone euro, mais également en France et dans d'autres pays. D'accord? Et si on revient sur notre indice des prix, cet indice de prix va suivre le prix d'un produit ou d'un service,
d'accord, ou d'un panier de produits et de services. Et ici, généralement, on va l'appeler un panier de biens, d'accord. Et cet indice va suivre ces différents éléments au fil du temps. Donc, la mesure de base de l'inflation, c'est la variation en pourcentage d'un indice d'une période à l'autre. C'est hyper simple. Et l'évolution de l'inflation Julien, va, encore une fois, oui, Julien, d'une période à l'autre et sur une sélection de produits identifiés et dont on suit la variation des prix. D'ailleurs, on a une personne qui participe actuellement et qui nous dit l'INSEE définit l'inflation comme étant le glissement annuel des prix par produit identifié et inchangé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend, par exemple, le prix d'une baguette de pain ou d'un litre d'essence, et à la fin, on a un panier, on regarde comment évoluent les prix de ce panier, c'est toujours les mêmes produits, et on calcule une variation. tout à fait, très bon point. Et il y a également des indices en fait qui vont exclure en fait l'énergie et le tabac par exemple pour essayer de lisser. Donc ça c'est un point que je vais également. Donc il y a cet élément d'impact sur l'activité économique et comme je l'ai déjà dit aussi sur la compétitivité nationale. Et donc il y a différents indices de prix comme tu viens de l'évoquer Emmanuel. Et donc en Europe on pourrait dire que l'indice primaire est ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et en général, on l'appelle le IPCH, d'accord? C'est celui que vous pouvez voir sur la diapositive. Et cet IPCH est un indice cumulatif des différentes économies qui vont composer l'UE, donc l'Union européenne. Et c'est donc, en gros, l'indice qui est considéré comme l'indice du climat, de l'environnement inflationniste dans cette zone. D'accord. Il y a également d'autres indicateurs un peu plus courants d'inflation, qui est le plus connu, qui est l'indice des prix à la consommation, qui va être évidemment spécifique à chaque pays, mais qui va être aussi omniprésent à l'échelle mondiale. Ouais, pour compliquer un petit Et peu ça revient au point qu'on a. Pardon, Oui. juste pour compliquer des fois un petit peu les choses qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, il y a pas mal d'indices différents qui mesurent l'inflation avec différents paramètres, différents produits. Ça peut aussi évoluer dans le temps, c'est-à-dire que les paniers ne sont pas restés toujours absolument identiques. Il y a pu y avoir pour différentes raisons économiques, politiques, de jugement de la pertinence de faire évoluer la base à observer. Donc, il y a pu y avoir des changements. On a une personne qui suit le webinaire actuellement qui nous dit, bon, en fait, l'indice qu'on a vu là en premier, ça correspond à l'inflation corps. Vous validez cette définition? Oui, tout à fait. Et l'IPC, l'IPC va exclure les effets temporaires de la volatilité des prix des matières premières, et il peut exclure notamment les prix alimentaires et l'énergie. D'accord. Donc ici, tout ça pour dire qu'un certain nombre de responsables politiques, tels que les gouvernements, mais également les banques centrales, trouvent tous ces indices utiles. Et cette inflation qu'on appelle sous-jacente déclarée peut différer un petit peu de ce que les ménages et les entreprises peuvent connaître. D'accord. Donc on peut regarder ça. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous regardez l'IPCH, le taux à mars 2024, hein, c'est le dernier chiffre connu que j'ai pu retrouver sur Eurostat, est à 2,6. On aurait regardé cette présentation il y a 1 an et demi, on était plus autour des 7%. On voit quand même qu'il y a eu une décrue de cette inflation sur cette période. D'accord. Oui, juste donc si on continue. Peut-être pour resituer dans le contexte actuel, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que finalement la BCE, la Banque centrale européenne, représentée par Christine Lagarde, s'est fixée comme objectif d'atteindre une inflation considérée comme idéale à 2%, et que les derniers chiffres vont vraiment dans cette direction. On est passé, l'avant-dernier c'était 2,7, maintenant c'est 2,6. Donc là, on est en bonne voie a priori pour que la peur générée par un retour subit de l'inflation
sur les 2 dernières années, dans la période post-Covid et juste avant, au moment des tensions en Russie et en Ukraine, puis le déclenchement du conflit. Donc là, il y a eu une envolée de l'inflation. Les banques centrales se sont arc-boutées pour essayer de bloquer cette inflation. En Europe, en tout cas, ça semble être vraiment en bonne voie. Avec 2,6, on touche au but presque. Exactement. Et on attend d'ailleurs des baisses de taux de la BCE plus rapides et que la Banque centrale américaine. Et peut-être, Emmanuel, pour ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, la Banque centrale européenne était une des seules jusqu'à peu à avoir un taux affiché, un objectif cible d'inflation à plus ou moins 2%. Et quand la Banque centrale européenne a été créée, elle a été créée aussi sur les fondations d'un certain nombre de banques centrales européennes, et notamment l'allemande. Et pourquoi il y a cet objectif écrit de 2%, c'est aussi dû à l'histoire de l'Allemagne. Et dans les années 20, rappelez-vous, ils ont eu une hyperinflation. Et depuis, en fait, ils ont gardé un très mauvais souvenir. Donc pour eux, en fait, c'est un élément des éléments les plus importants qu'une banque centrale doit surveiller. La Banque centrale américaine a rajouté cet élément également, mais avant, elle, son mandat était sur la croissance économique et pas forcément sur l'inflation. Voilà, donc il y a des petites différences à regarder entre les différentes banques centrales de manière historique et sur la façon en fait dont toutes ces économies se sont construites et la façon dont on peut les suivre. Donc si on continue sur la présentation et on continue de regarder en fait en termes d'impact d'inflation par rapport aux consommateurs, aux entreprises, aux investissements. Donc si on regarde quel est l'impact que l'inflation peut avoir pour les consommateurs, si on est d'accord que si les consommateurs attendent une hausse des prix, ils peuvent acheter maintenant plutôt que d'épargner, d'accord, car ils vont s'attendre à une hausse des prix, ou ils peuvent choisir d'emprunter pour augmenter leurs dépenses. Okay, donc ça peut stimuler la croissance économique à court terme et ensuite accroître les pressions inflationnistes. Si on prend les entreprises, de manière générale, l'inflation va avoir un impact négatif sur la planification de l'activité, d'accord, et aussi la planification de l'investissement. Donc ici, si on prend un exemple, si on était obligé de budgétiser un certain nombre de choses, ça pourrait devenir difficile avec l'incertitude liée à une hausse des coûts et des prix. D'accord. Les consommateurs dépensent vont plus dépenser qu'ils vont investir, et en réduisant l'accès aux capitaux pour les entreprises, on va aussi réduire les dépenses des entreprises. Donc, ici, il faut bien avoir en tête, et je suis sûr que vous le savez, les bénéfices des entreprises peuvent baisser à mesure en fait que les coûts vont augmenter. D'accord. Et en termes d'investissement, donc le troisième élément, on est tous d'accord que l'inflation affecte la valeur des investissements. Et je dirais même plus, l'inflation est le principal risque auquel personne ne peut échapper, que ce soit en termes d'impact sur votre pouvoir d'achat, mais également en termes d'impact sur la valeur de votre portefeuille. Et vous verrez par la suite qu'il faut beaucoup moins de temps à l'inflation pour grignoter votre capital qu'il le faut pour le multiplier. Donc il faut vraiment avoir ces niveaux d'inflation en tête pour protéger en fait son investissement et avoir les bonnes classes d'actifs en portefeuille pour pouvoir agir et avoir justement ce parachute qui va nous prémunir contre les effets néfastes de l'inflation. Juste sur le principe. Oui. Sur les entreprises, pardon Julien, parce que c'est des sujets qui sont intéressants et ça mérite de temps en temps de creuser une partie, par exemple la colonne entreprise, l'impact de l'inflation. On a vu que dans la période d'inflation dont on est en train de sortir, on a des entreprises qui avaient ce qu'on appelle un pricing power et une capacité d'imposer des prix et de bien suivre l'inflation. Et ça, c'était plutôt les grandes valeurs, les valeurs du CAC 40, des LVMH, des fournisseurs de services incontournables,
des opérateurs de téléphonie, Orange, enfin, tous ces gens-là qui arrivent à imposer à un moment donné donc cette augmentation des prix. Par contre, sur tout ce qu'on appelle les small et mid cap, des entreprises de taille moyenne qui n'ont pas cette capacité à être incontournables et à imposer finalement une hausse de tarifs, ça a été plus dur. Ça explique peut-être aussi la sous-performance des petites et moyennes valeurs jusqu'à maintenant. Elles ont l'air maintenant de commencer à prendre un peu leur revanche. Ça frémit un petit peu, mais bon, l'entreprise, c'est clair que l'inflation réduit ses marges et que le seul moyen qu'elle a de les maintenir, c'est d'augmenter ses prix, et toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Et ça peut créer des décalages importants et changer le paysage concurrentiel aussi dans certains domaines. Il y a aussi cette idée, excusez-moi pour cet anglicisme, mais les entreprises qui sont capables de générer des cash flows, en fait, vont aussi être capables de pouvoir se protéger contre ces éléments d'inflation. Et d'ailleurs, il y a un parallèle très important et intéressant entre entreprise et investissement. Normalement, théoriquement, les actions peuvent constituer une très bonne protection, une très bonne couverture contre l'inflation, parce que les entreprises qui constituent en fait ces titres sont en mesure normalement d'augmenter leur prix pour pouvoir contrer les effets de l'inflation, d'accord, sur leurs produits et leurs services. Donc il y a vraiment tous ces parallèles intéressants qu'on peut avoir en tête pour justement considérer l'inflation et ensuite les investissements. Ensuite, si on continue, vous avez différents types de, comment dire, les variations, comme vous voyez sur l'écran, variations des prix économiques, les anomalies, on peut parler aussi de déflation, de stagflation et d'hyperinflation. Si on prend la déflation, par exemple, c'est donc une baisse persistante et prononcée des prix pour la plupart des produits et des services au sein d'une économie, d'accord? Et en termes d'exemples concrets, d'exemples historiques, rappelez-vous la déflation qui a été vécue dans les années 30, notamment la grande dépression aux États-Unis, qui a eu des impacts assez importants avec la mise en place ensuite du New Deal, notamment avec Roosevelt, d'accord? Et donc ici, encore une fois, si les consommateurs s'attendent à une baisse des prix, d'accord, il y a un enchaînement qui va se mettre en place. Ils vont peut-être choisir d'épargner, d'accord, et retarder les achats jusqu'à ce que les prix continuent de baisser. Donc, en conséquence, la demande baisse, d'accord. Donc, il y a une espèce d'effet auto-entretenu où la production des entreprises va également baisser et la main-d'œuvre va également baisser. Donc, ça va entraîner du chômage. Donc, ici, pour d'une certaine manière briser ce cercle vicieux, il faut essayer d'encourager la consommation, mais c'est très compliqué. Donc là, il y a aussi un élément très important que vous pouvez voir en ce moment, c'est qu'on essaye justement de faire baisser l'inflation, mais on essaye aussi d'éviter de rentrer en déflation pour donc de remonter, de baisser les taux de façon trop importante pour relancer l'économie. Donc ici, ensuite, vous avez la stagflation. La stagflation se produit en période d'inflation élevée avec une croissance économique qui va être faible, voire nulle. D'accord. Et ici, la stagflation va être généralement associée à une inflation qui provient de l'extérieur de l'économie nationale qui est considérée. Et ici, un autre exemple. Stagflation, Julien, cette stagflation, c'était la grande peur de ces derniers mois, en fait. Tout à fait, absolument. Et puisque on pourrait avoir une inflation un peu trop importante sans aucune croissance. Il y a un autre exemple historique très intéressant, ce sont les années 70 et les années 80, et notamment, et on va voir ça sur les diapositives suivantes, notamment en raison des chocs pétroliers qui ont pu se produire à la fin, au milieu et à la fin des années 70. Et ici, vous avez une inflation qui est induite par les coûts, d'accord, donc ce qu'on appelle une cost push inflation en anglais. Et la hausse de ce pétrole a donc provoqué une inflation qui donc a augmenté les coûts de production pour les fournisseurs de produits et de services. Le dernier élément très important à avoir en tête, il y a aussi l'hyperinflation. Donc ici, l'hyperinflation qu'on a également connue à la suite de ces chocs
pétroliers, l'hyperinflation va impliquer des hausses de prix importantes, d'accord, rapides, que les consommateurs vont, dans ces cas-là, avoir des difficultés, ils vont éprouver des difficultés à se procurer, à acheter de nombreux produits et services. Et donc ici, les consommateurs vont essayer de dépenser leur argent aussi rapidement qu'ils vont l'obtenir. Hein. On a des exemples d'hyperinflation en Argentine, au Zimbabwe par exemple. Hein. C'était vraiment des taux, j'allais dire, stratosphériques. Et un autre exemple beaucoup plus ancien, mais qui est aussi d'une certaine manière induit la façon dont la BCE, comme je vous l'expliquais, se comporte maintenant, l'hyperinflation qui a été vécue en Allemagne, notamment dans les années 20, avec les conséquences que ça a pu avoir et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces anomalies en termes de variation des prix sur les économies. Juste, Julien, avant de continuer sur la slide suivante, donc en fait, l'inflation, quand elle devient trop importante, ça crée un changement aussi de consommation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits et services que l'on ne va plus consommer parce que ce ne sont pas des produits et services essentiels et que on a du mal à suivre le rythme donc de la hausse des prix. Mais par contre, sur des produits dont on peut difficilement se passer, il y a une sorte de précipitation, d'accélération à l'achat, parce qu'on se dit, si je l'achète pas maintenant, dans 6 mois, dans 1 mois, je vais le payer beaucoup plus cher. Et donc, ça, c'est une sorte de course, de fuite en avant. Et si on doit absolument, je sais pas, changer de voiture, d'ordinateur, ou bien de produits alimentaires, chaque jour, renchérit le prix du produit qu'on veut acheter, donc ça oblige à dépenser dès que possible finalement l'argent, et donc il y a plus d'épargne réellement, et au bout d'un moment, quand la tension est trop forte, parce que finalement ces produits indispensables finissent par coûter trop cher, ça crée des soulèvements, des révoltes et parfois des guerres. C'est ça le mécanisme qui dangereux, on va dire, de l'inflation quand elle est plus maîtrisée. Exactement. Donc, c'est un peu aussi l'idée du tube de dentifrice. Hein. Quand le dentifrice est sorti, c'est très difficile de le remettre dans le tube. Donc, il faut essayer d'agir avant pour éviter d'avoir cette inflation qui dérape. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le pilotage par les banques centrales est un élément délicat où il faut anticiper aussi ce qui peut se produire sur les marchés. Et si on enchaîne, justement, il y a aussi peut-être un élément très concret, c'est quel est l'impact réel de différents taux d'inflation sur un billet de 100 euros. Donc ici, vous avez différents taux d'inflation, 1, 3, 5, 10%. Et on va regarder quel est l'impact de l'inflation sur un an, 10 ans, 20 ans et 35 ans. Et vous pouvez constater que sur 100 euros, avec 1% d'inflation, hein, je dis bien 1% d'inflation, vous voyez que si vous ne faites rien, au bout de 35 ans, il ne vous reste plus qu'un peu plus de 70 euros. D'accord? Donc imaginez, si on continue, 3%, hein, je vous laisse regarder, 34 euros, hein, donc ça s'améliore pas. 5%, bah, là, ça devient quand même compliqué. Et 5%, c'est pas un taux absolument hallucinant, aberrant. On a vu qu'on pouvait y aller allègrement. Donc, vous voyez qu'avec 5%, au bout d'un an, 10 ans, 20 ans et 35 ans, ce qui vous reste, au bout de 35 ans, c'est 16 euros. Et le dernier élément très intéressant ici, avec 10%, vous voyez que si vous ne faites rien, donc si vous n'agissez pas, il va vous rester 2,50 euros au bout de 35 ans. Et ici, j'ai rajouté une information supplémentaire. Vous avez en vert l'inflation moyenne qui a été constatée entre 1969 et 2023. Donc vous avez un taux à 3,6% si je ne me trompe pas. Et vous voyez que avec 3,6, si vous ne faites rien, la valeur de votre billet 100 euros au bout de 35 ans, il sera à un peu plus de 26 euros. Donc là, vous avez de façon beaucoup plus concrète, hein, parce qu'en général, on parle de l'inflation, c'est assez abstrait. On voit quand on va faire les courses, mais là, vous voyez vraiment
que ce que je vous disais au départ, l'inflation, c'est vraiment le risque principal auquel on ne va pas pouvoir échapper, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes d'impact sur les investissements. Et il faut vraiment agir pour éviter d'avoir cette diminution de votre capital. Alors, Julien, je pense que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter un instant. Globalement, depuis 10, 15, 20 ans, on nous dit, en gros, l'inflation, c'est plus un problème, il n'y en a plus parce que on était à moins de 3, mais à moins de 3%, 100 euros, avec 100 euros, c'est comme si on avait déchiré son billet et que les deux tiers, on les a mis à la poubelle, ça vaut plus que 34 euros. En pratique, 35 ans après, à un rythme d'inflation considéré comme maîtrisé et donc finalement non dangereuse. Donc c'est ça qui est particulièrement insidieux. C'est un peu la théorie de la grenouille, que quand on jette une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va avoir le réflexe de dire que c'est brûlant, elle va sortir tout de suite. Par contre, si on la met dans l'eau froide et que très 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 lentement, incidemment, on fait monter la température, elle finit par cuire sans s'en rendre compte. Quelque part, une inflation faible, c'est aussi une forme d'anesthésie où on se rend pas compte, mais l'inflation, elle est là et elle produit ses effets. Donc même à moins de 3%, quand ça ne vaut plus que le tiers au bout de 35 ans, je pense aux gens, par exemple, qui mettent de l'argent aujourd'hui en vue de leur retraite en se disant dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais pouvoir profiter de ce capital pour compléter mon revenu. Si on se projette à 35 ans avec une inflation même faible, finalement, c'est un tiers de la valeur actuelle pour la retraite plus tard. Donc, ça met une pression terrible. Oui, mais j'ai un autre tableau, d'ailleurs, Emmanuel, très intéressant à montrer, où on a justement défalqué l'inflation sur les revenus bruts qu'on a pu constater sur un certain nombre de classes d'actifs, et c'est assez instructif aussi pour voir quel est le rendement net historique de ces classes d'actifs. Alors, si on regarde les moteurs de l'inflation, il y a un élément, très important à avoir en tête. Il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. Il y a ce qu'on appelle une inflation par les coûts, d'accord, qui se produit quand les prix augmentent en raison de la hausse des coûts de production, d'accord. Et ici, on parle de salaires et de matières premières. Et il y a une autre forme d'inflation qui est une inflation par la demande et qui va se produire en fait lorsque les prix augmentent par rapport à un sous-jacent et par rapport à une augmentation saine de la demande. D'accord? Donc, si on regarde ça et qu'on revient sur un exemple historique, je vous rappelle que le 17 octobre 1973, vous avez, après une guerre entre Israël et les pays arabes, la guerre du Kippour, vous avez, encore une fois, l'OPEP qui va utiliser le pétrole comme une arme économique pour punir en fait les pays développés d'avoir aidé Israël. Et ils vont augmenter les prix du baril de façon très importante. On va passer de 3 à 18 dollars par baril. Et ici, vous allez avoir un choc extérieur. Le pétrole, en fait, on va importer de l'inflation. Ça va avoir un impact plus que significatif sur la croissance économique de la plupart des pays développés. Et ici, on va commencer à parler à partir de là d'hyperinflation. D'accord, puisqu'on va avoir justement cette inflation poussée par les coûts. Donc ici, c'est un exemple historique, d'accord, encore venant du Moyen-Orient, avec ces éléments, j'allais dire géopolitiques, qui influent sur l'économie. Ouais, malheureusement, on voit que les problèmes d'aujourd'hui ne datent pas d'hier au Moyen-Orient et avec Israël. Finalement, c'est toujours les mêmes problématiques. Et comme on est dépendant du pétrole pour faire tourner nos économies, eh bien, on est très dépendant aussi du prix. Peut-être que le changement par rapport à cette époque-là, c'est que maintenant, les Américains sont nets exportateurs de pétrole. Donc, eux, ils sont beaucoup moins impactés par ces variations de cours au niveau de l'OPEP et de l'influence peut-être de la production russe au sein de ce même cartel. L'autre élément historique, on tenait à rappeler, il y a eu un deuxième choc pétrolier à la fin des années 70. Alors ici, on est plus dans les prémices de la guerre Iran-Irak. Vous avez les mollahs qui ont pris le pouvoir en Iran. Je vous rappelle que l'Iran est normalement le deuxième plus gros producteur
au sein de l'OPEP, et vous avez de nouveau une augmentation du baril. Vous avez plus de 20% en 2 jours, de nouveau un impact significatif sur les principales économies des pays développés. Et donc ici, vous avez un double effet qui se coule. Je ne sais pas si le terme est très très intéressant, mais bon, voilà, un deuxième impact sur les économies. Et donc là, vous allez vraiment avoir, encore une fois, une importation d'inflation qui va significativement impacter non seulement les économies, l'économie réelle, mais également l'impact sur les classes d'actifs, parce que le niveau des taux à cette époque-là n'était pas du tout le même que celui qu'on connaît actuellement. D'accord ? Donc on pourra revenir dessus par la suite. Alors, impact de l'inflation. Ici, c'est très intéressant de s'intéresser, parce que maintenant, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'inflation, de sa définition, de l'impact sur l'économie réelle et de la façon dont ça pouvait se diffuser. Emmanuel nous a apporté des éléments supplémentaires. Maintenant, il faut s'intéresser à l'impact de l'inflation. Alors, si le slide est bien passé, voilà, sur les classes d'actifs. Et donc, très rapidement, vous pouvez utiliser le chat pour répondre si vous voulez. Ici, c'est intéressant parce que vous avez comment dire, on pourrait dire cet histogramme ou ce graphique. Donc, vous avez sur l'échelle de gauche normalement des rendements, des performances, et vous avez en fait une classe d'actifs qu'il faut me définir. Il faut que vous me disiez à quoi vous font penser cette distribution de performance entre 1969 et 2023. Et donc ici, vous avez par année calendaire les performances d'une classe d'actifs, d'accord ? Et vous voyez peut-être une information supplémentaire. Au début des années 80, vous avez la meilleure performance observée avec plus de 50%, et l'année la plus compliquée qui s'est produite en 2008 avec moins 43%. Donc, sans googliser, sans utiliser vos téléphones, à votre avis, quelle peut être cette classe d'actifs très rapidement? Je vous laisse aller 5 secondes et je vous donne la réponse. Emmanuel, comme tu as vu les slides, tu ne peux pas répondre. Oui, oui. Alors moi, j'ai voulu partager un sondage, mais je n'arrive pas à Ça va marcher. diffuser. Donc, on va Alors, laisser je vois essayer de deviner. Moi, j'avais préparé un questionnaire où la question c'est cette classe d'actifs, est-ce que c'est de l'or, est-ce que c'est les marchés monétaires, est-ce que ce sont les obligations européennes, est-ce que ce sont des actions européennes ou est-ce que c'est de l'immobilier en France. Donc or, marché monétaire, obligations européennes, actions européennes ou immobilier. La bonne réponse, Julien. Donc ça, ce sont les actions sur cette période de 1970 à l'année dernière, en gros. Alors, je n'ai pas maintenant ni l'image ni le son pour la réponse de notre intervenant. Donc, momentanément, nous sommes privés de la voix de Julien Semonsu, visiblement. Donc, ici, donc, on voit les performances de ces actifs. Je vais peut-être enchaîner sur la slide suivante, si techniquement la connexion n'est pas rétablie immédiatement. Donc, il y a un autre graphique qui a été préparé également par Julien Semonsu pour nous montrer l'évolution d'une classe d'actifs. Et donc, même question que précédemment, là, il s'agit de déterminer si cette classe d'actifs, est-ce que vous avez une idée sur cette période, comment a évolué cette classe d'actifs? Est-ce que c'est du monétaire? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est des obligations? Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que c'est de l'immobilier? Donc, on va vous donner la réponse. En fait, ce sont toujours des actions européennes, mais cette fois nettes d'inflation. Donc finalement, je reviens juste un petit peu en arrière. Ici, on voit l'évolution des actions européennes sur la période en valeur absolue, si je puis dire. Et ensuite, ce graphique, qui est quand même
assez différent une fois l'inflation retirée. Alors, je ne sais pas, Julien, si vous avez réussi à rétablir le son. Eh ben, je vous laisse reprendre alors, parce qu'on a eu une coupure momentanée. Ouais, je crois que c'est le sondage, ça pas, ça... peu importe. Donc ici, effectivement, l'idée avant, c'était de vous montrer les éléments en rendement brut, et donc de montrer si on rajoute en fait l'impact de l'inflation, dans l'inflation calendaire, vous voyez en fait que finalement les performances restent positives. Il y a peut-être un décalage sur la meilleure année, mais vous voyez en fait que les actions européennes se sont plutôt bien comportées avec différents niveaux d'inflation à travers le temps. Si par contre on regarde cette nouvelle classe d'actifs, ici vous avez donc des performances, une distribution de performances qui paraît bien meilleure, positive sur le long terme. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être ici? Donc, vous voyez, la meilleure perf à 15%, la plus basse à moins 0,5 à peu près. Donc ici, on est, alors je vois obligation, pas forcément obligation. Ici, on est sur le marché monétaire, d'accord? Donc vous avez ici les, comment dire, les performances historiques. On pourrait peut-être se dire sur certaines périodes, les performances semblent, je vais utiliser un mot, je vais mettre des guillemets, garanties, c'est-à-dire toujours positives. C'est moins le cas sur les dernières années. Et donc ça, c'est encore une fois, ce sont les rendements bruts. Si on regarde juste les dernières années, ça a été exceptionnel quand même, parce qu'on a connu des rendements négatifs sur les produits monétaires, ce que la plupart des particuliers ne peuvent pas comprendre, parce que on imagine mal qu'on puisse investir dans une SICAV monétaire avec la quasi-certitude de récupérer un petit peu moins à la fin de l'année qu'au moment où on a investi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant cette période où on a eu des taux d'intérêt négatifs, les banques ne voulaient pas garder des dépôts importants, parce que sinon c'est elles qui devaient payer donc ces taux d'intérêt négatifs. Et donc à partir du moment où vous êtes un investisseur institutionnel, vous avez quelques dizaines ou centaines de millions sur des comptes bancaires, la banque préférait clôturer le compte que de vous garder avec un compte qui leur coûte de l'argent. Et donc, pour garder en sécurité des actifs, il fallait se placer sur des SICAV monétaires et accepter un rendement négatif. Donc ça, c'est on pense, un épiphénomène historique qu'on ne devrait pas rencontrer de sitôt. En tout cas, c'est une anomalie. On m'aurait dit il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, qu'un jour on aurait des taux d'intérêt négatifs. J'aurais demandé qu'on me répète ça à deux fois. Et là, on le voit bien sur ce graphique, mais on voit bien aussi, et je pense que c'est important, les belles années des SICAV monétaires, en tout cas ce qu'on a gardé en mémoire comme étant des belles années. Moi, j'ai commencé à travailler en 91. On gagnait tous entre 8 et 10% sur des SICAV monétaires. Alors, ça donne quoi ces SICAV monétaires finalement après l'inflation? Eh bien, voilà ce que ça donne. Si vous regardez donc en net d'inflation, vous voyez que l'image est beaucoup moins sympathique. Vous voyez que dans les années 70, avec donc cette hyperinflation qu'on a importée notamment avec les chocs pétroliers, vous voyez que l'inflation a vraiment impacté ces classes d'actifs dites de taux, okay, et ça a vraiment grignoté en fait les performances. Et vous voyez que même plus en 2022-2023, notamment 2021 et 2022, ça a un impact significatif. Donc il y a vraiment à avoir ces éléments en tête lorsqu'on est en train de regarder ces différentes classes d'actifs pour associer un certain nombre d'éléments pour avoir la bonne diversification et justement non seulement avoir les bonnes performances long terme pour atteindre ces objectifs, mais également pouvoir combattre les effets néfastes, négatifs de l'inflation. En gros, ça fait 22 ans qu'on perd de l'argent, à part une année là, sur les SICAV monétaires. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc il faut le monétaire est un placement intéressant de très court terme, peut-être pour en attendant d'investir, mais c'est pas forcément le meilleur allié sur un investissement de long terme. D'accord.
Et donc, ça, c'est le fameux graphique ou le fameux tableau dont je vous parlais il y a quelques minutes. Ici, nous avons mis un certain nombre de classes d'actifs. Vous voyez, des actions américaines, actions internationales, actions européennes, le fonds en euros, les obligations américaines, européennes, le monétaire. Et vous avez le taux d'inflation, 3,5. D'accord? Donc ça, c'est le taux, le rendement annualisé de l'inflation entre 69 et 2023. Et donc, la première colonne, ce sont les rendements bruts observés. Et bien évidemment, on a trié ces classes d'actifs de la meilleure à la moins bonne performance. Et sur la colonne de droite, vous avez ces mêmes rendements, mais ici, on peut parler de rendement net, donc défalqué de l'inflation. Et vous voyez qu'il y a un impact assez important. Et là, vous pouvez dire, ça, ce sont les rendements nets structurels que vous pouvez observer sur ces différentes classes d'actifs, que ce soit entre les actions, les obligations et le monétaire. Le monétaire est revenu positif, mais ce tableau, on le fait depuis longtemps, et pendant une séquence assez longue, ce monétaire était même négatif. Donc ça, encore une fois, c'est pas pour faire l'apologie d'une classe d'actifs par rapport à l'autre, mais c'est juste pour vous donner une vision un peu exhaustive sur les rendements observés long terme sur ces différentes classes d'actifs. Sur la période, les fonds en euros se défendent pas mal. Oui, tout à fait. Ben, il y a eu un creux et c'est reparti. Donc, il y a. Alors là, on est vraiment sur une période d'observation, d'analyse assez longue. Donc, ça permet aussi. Il faut aussi remettre dans le contexte le niveau des taux qu'on pouvait connaître, comme tu l'as aussi souligné, dans les années 80, les années 90. Ah oui. Bah, les fonds en euros, donc, ils se sont gorgés d'obligations à une époque où les taux étaient plus hauts parce que l'inflation était plus haute. Et là, au fur et à mesure que l'inflation a diminué et les nouvelles obligations émises ont baissé également leur coupon, petit à petit, ben, le cœur du portefeuille est surtout constitué d'obligations qui rapportent peu. Et le principal risque aujourd'hui, c'est que si les taux remontent, que les fonds en euros finalement courent un peu derrière les rendements obligataires avec un énorme stock d'obligations à des taux moins attractifs et que seule la collecte nouvelle, si elle est positive, permette de relever la performance. Donc ça, ce sont des chiffres qui donnent une vision sur une période longue. Ça ne nous donne pas forcément une projection sur chacune de ces classes d'actifs fiables pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. En tout cas, sur les fonds en euros, ce qui a fait la performance, a priori, on ne l'aura pas dans les 10 ou 20 prochaines années. Tout à fait, mais ça permet aussi d'avoir regardé suffisamment longtemps en arrière, ça permet aussi peut-être d'aider dans l'analyse et dans la sélection et d'avoir plus d'informations pour extrapoler peut-être les performances à venir. Alors, vous n'avez pas mis d'immobilier, c'est volontaire parce que pour être tout à fait transparent, l'immobilier, il est difficile en fait d'avoir le CAC 40 de l'immobilier ou un indice suffisamment représentatif qui couvrait non seulement toute la France et en ayant l'historique suffisamment long. Donc on avait un indice immobilier qu'on a discontinué parce qu'il était difficile en fait d'arriver à chaîner en fait les données pour avoir cet historique long. Donc c'est plus pour des questions d'arriver à reconstituer un indice qu'autre chose. Et vous parlez pas non plus là des infrastructures. Pourtant, il y a un vrai savoir-faire aussi chez Franklin Templeton en gestion d'infrastructures. Ce qu'on entend nous souvent, gestionnaires de patrimoine, quand on rencontre des gérants d'actifs, notamment dans cette classe d'actifs un peu spécifique, c'est que les infrastructures seraient particulièrement efficaces pour contrer l'inflation. Presque meilleur même que l'immobilier, parce qu'il y a des clauses d'indexation dans les contrats que passent ces gros ouvrages, parfois qui contractent avec des États et qui prévoient donc des clauses d'indexation assez immédiates et qui posent pas le problème, on va dire, politique
que l'on peut avoir des fois sur l'immobilier, parce que là, on l'a vu, dans une période récente d'inflation, le gouvernement a dit, bon, ben, on va geler la réindexation des loyers parce qu'il faut protéger les locataires des effets de l'inflation. Donc là, il peut y avoir des décisions politiques qui, plus ou moins longtemps, faussent le jeu du marché et qui, normalement, devrait s'indexer sur l'inflation. Donc, des fois, sur des particuliers, sur des locataires, personnes physiques, il peut y avoir des règles qui faussent un petit peu le jeu. Sur les entreprises, il peut y avoir d'autres considérations. Mais là, sur les infrastructures, a priori, et c'est une question, hein, on serait beaucoup moins, on serait décomplexé par rapport à tout ça et on appliquerait pleinement et rapidement les clauses d'indexation prévues dans les contrats. Donc normalement, effectivement, une des caractéristiques des infrastructures, c'est d'avoir cette protection contre l'inflation et d'aider effectivement à stabiliser les portefeuilles par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une idée à considérer justement de rajouter une série, de voir si on arrive à trouver un historique suffisamment long pour pouvoir. Là, encore une fois, on fait une étude de 1969 à 2023, donc plus de 50 années. C'est vraiment pour essayer d'avoir cette vision structurelle et de regarder des cycles longs plutôt que du conjoncturel. Alors si on continue, parce que je vois que le temps oui, tout à fait, passe, donc rapidement, peut-être qu'on peut sauter cette question, parce que, alors vous vous c'est une bonne sentez... question. On va peut-être arriver vite à la réponse. Alors, depuis 1969, combien de fois a-t-on connu des baisses de plus de 15%? Donc, j'imagine que c'est sur les actions européennes. Sur les actions européennes, les actions internationales. Plutôt les actions internationales, d'ailleurs. D'accord. Donc, la réponse... La réponse, je vous la donne, c'est 10 fois. D'accord? Et donc, pour vous illustrer ça, il faut parler de cycle haussier et de cycle baissier. Donc, pour les cycles haussiers, ce qu'on appelle un bull market, et pour les cycles baissiers, un bear market. Et donc, c'est juste pour vous donner, bull, c'est taureau, et bear, c'est ours. Et en fait, cycle haussier, pourquoi on parle d'un cycle bull, donc un cycle avec un taureau, c'est la forme de l'attaque, hein, ça c'est une des définitions acceptées, hein, le taureau avec ses cornes attaque du bas vers le haut, et la même chose pour l'ours, hein, pour les cycles baissiers, avec sa patte, il va attaquer du haut vers le bas. Donc c'est une façon de définir ces cycles. Donc au lieu de regarder les marchés de façon linéaire, on va les découper en cycle haussier et en cycle baissier. D'accord? Et il y a donc des règles à mettre en place. Un cycle haussier, c'est donc un cycle le marché va monter jusqu'au moment en fait où le marché, pour recommencer un cycle baissier, en fait, il faut que le marché touche moins 15%, et à partir de là, on trouve on remet les compteurs à zéro et on recommence un cycle baissier. Et c'est ce qu'on a fait exactement ici avec les actions internationales. Et encore une fois, de 69 à 2023, vous voyez la succession de cycles haussiers et de cycles baissiers. Et vous voyez qu'il y a, après chaque cycle baissier, vous avez un cycle haussier qui s'est mis en place et dont la duration et la performance a permis justement de contrecarrer la sous-performance connue pendant le cycle baissier. Alors, si je vais un peu plus loin et que je vous dis, si on va un petit peu plus dans l'analyse et on regarde ces marchés boules par rapport à ces marchés bears, vous voyez que la croissance moyenne d'un marché haussier, c'est plus 119%, avec une durée moyenne constatée de 3 ans, 11 mois et 13 jours. Vous voyez, c'est très précis. Et un marché baissier, donc un marché bear, c'est une baisse moyenne de moins 29%, avec une durée constatée qui est de 1 an et 16 jours. Je précise que nous mettons à jour cette petite étude chaque année. Donc chaque année, on regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, passé sur les actions internationales en utilisant le MSCI World, et ça nous permet justement de reconstituer tous ces éléments. Quand on voit ça, on se demande pourquoi on a autant peur finalement des actions, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de périodes de hausse que de périodes de baisse, et dans des proportions qui ne sont pas symétriques. Donc, parce que l'impression qu'on a, en général, quand on discute avec des particuliers, des épargnants qui ont eu des expériences en bourse, ils ont surtout retenu les mauvaises années, et puis ils ont souvent pris peur à ce moment-là, et finalement, ils sont sortis, ils ont manqué le cycle haussier d'après, ou alors ils sont venus trop tard et trop haut.
Ça, c'est un autre sujet, c'est le problème de la finance comportementale. Mais en tout cas, quand on voit les chiffres, et notamment le graphique du slide précédent, que je vais remettre à l'écran une seconde quand même, quand on voit ça, ça donne très envie d'aller en bourse. Alors qu'en regardant l'actualité tous les jours, c'est pas forcément la première idée qui nous traverserait à l'esprit. Oui, tout à fait. Et c'est là, vous avez devant les yeux la puissance, en fait, le coefficient multiplicateur des actions. Donc, vous avez tout à fait bien illustré le propos. Les marchés actions protègent et fonctionnent bien si on se donne le temps de laisser les performances. Et je suis tout à fait d'accord avec le côté finance comportementale. Il y a un biais, et c'est un biais plus cognitif qu'émotionnel, qui s'appelle le biais de disponibilité, qui va faire que lorsqu'on se projette pour prendre des décisions, souvent on va se souvenir d'informations négatives et on va avoir tendance à se dire que cette information va se reproduire de façon un peu irrationnelle, de façon régulière. Donc, ce qui veut dire que si on a cette impression, on va chercher la sécurité, donc on va aller dans le monétaire, on a vu ce que ça donne en termes de performance, donc au mieux on fait du surplace, au pire on perd de l'argent. D'accord. Et il y a donc, si ça vous intéresse, je peux tout à fait revenir pour vous faire une présentation sur la psychologie de l'investisseur et tous ces biais, qu'ils soient émotionnels ou cognitifs, et l'impact négatif que ça peut avoir sur notre prise de décision et sur le fait de vouloir sortir des marchés financiers pour éviter les mauvais jours de bourse. Ouais. On vous invitera, Julien, pour parler de ce sujet passionnant. Marqué de timing, voilà. Donc, si on revient aux politiques monétaires et fiscales, je vais essayer d'être bref là-dessus. Ici, c'est regarder comment les banques centrales agissent par rapport à ça. Et donc, si on regarde, vous avez donc des politiques monétaires et fiscales, et on a bien vu que la croissance économique, l'inflation et le chômage sont des préoccupations majeures pour les banques centrales et les gouvernements. D'accord. Donc, chacun, enfin la banque centrale et le gouvernement ont à leur disposition des outils différents pour tenter d'influer sur l'activité économique. Les banques centrales qui vont être souvent, qui sont souvent indépendantes des gouvernements, vont utiliser une politique monétaire, d'accord, et les gouvernements vont utiliser une politique fiscale. Donc, si on regarde d'abord une politique monétaire, vous avez donc le fait que la politique monétaire va faire référence aux activités de la Banque centrale, d'accord, qui vise à influencer sur la masse monétaire, donc la quantité d'argent qui va être la quantité de monnaie qui est en circulation, d'accord, et le crédit, donc la quantité de monnaie ou d'argent qui est disponible pour emprunter et surtout à quel coût ou à quel taux d'intérêt, d'accord. Et ça, c'est pour une économie donnée. Donc, le but ultime de cette banque centrale, ça va être d'influencer un certain nombre d'éléments, d'objectifs macroéconomiques qui sont la production, la croissance du PIB, la stabilité des prix, l'emploi, bien évidemment, et il faut regarder un certain nombre d'outils qui sont utilisés par ces banques centrales. D'accord. Donc, il y a un premier élément qui s'appelle les opérations d'open market qui sont faites par ces banques centrales. Elles vont donc acheter et vendre des obligations d'État afin soit de créer une pénurie ou un excédent de monnaie. D'accord. Ici, l'idée, c'est que la banque centrale va obliger les banques à modifier leur taux de prêt. Okay. Et donc ça peut être fait soit pour augmenter l'offre de monnaie et l'offre de crédit, d'accord. Donc lorsqu'on veut stimuler l'économie, ou alors lorsqu'on réduit l'offre de monnaie et de crédit, c'est pour ralentir l'économie. D'accord. Donc on va essayer de jouer sur ces deux leviers en fonction des considérations et de la conjoncture économique. Ensuite, vous avez également les taux de prêt de la banque centrale et les taux auxquels les banques empruntent à la banque centrale du pays en question. D'accord. Donc ici, c'est utilisé pour influencer les taux d'intérêt à court terme, ainsi que pour influencer indirectement les taux à plus long terme. Ok. Et bien évidemment tous les autres taux commerciaux. Donc ici, il y a une idée principale, c'est que la variation de ces taux d'intérêt
ok, va influencer l'activité économique et bien évidemment avoir une incidence sur l'inflation et la croissance économique. D'accord? Donc, encore une fois, il y a une question de lorsque la Banque centrale souhaite stimuler l'économie, eh bien, elle va réduire son taux de prêt, d'accord? Et lorsqu'une banque centrale veut ralentir l'économie, elle peut augmenter son taux de prêt. Ensuite, il y a une question de réserve obligatoire, ok? Et donc ici, cette réserve obligatoire va influencer sur la quantité d'argent qui va être disponible pour pouvoir emprunter dans une économie. D'accord? Donc, en augmentant les réserves obligatoires, les banques centrales vont réduire l'accès au crédit dans l'économie, car bien évidemment, les prêts bancaires vont être réduits. Ok? Donc là, on a vu l'idée des politiques monétaires pour les banques centrales. Maintenant, la politique fiscale. Ici, comme vous le savez, les gouvernements vont utiliser la politique fiscale pour influencer l'activité économique. Donc ici, un des leviers ou un des moyens, c'est activer la politique budgétaire, d'accord, et réduire ou augmenter les impôts des particuliers ou des entreprises, d'accord. Donc si on a une politique expansionniste, ce qu'on peut faire, c'est en essayant de stimuler une économie qui est plutôt faible, on peut réduire les impôts sur les consommateurs, d'accord, mais également les impôts des entreprises, dans le but d'augmenter les dépenses des consommateurs et également celles des entreprises par rapport à la demande globale. On peut augmenter les dépenses publiques pour les biens, les infrastructures, par exemple les hôpitaux, les écoles, ce qui va également accroître les dépenses, d'accord. Donc ici, il y a une idée de stimuler encore une fois l'économie en faisant appel à des dépenses. Et ici, il y a un élément aussi à prendre en considération, c'est les limites de la politique monétaire et fiscale. Il faut garder à l'esprit que ces politiques monétaires et fiscales et budgétaires peuvent vraiment avoir des limites, d'accord. Il y a une question de délai, ok, parce que il faut du temps pour que les responsables politiques reconnaissent qu'il y a un problème, d'accord. Et il y a aussi un délai, un décalage pour qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises et bien évidemment qu'elles soient mises en œuvre. Et il y a aussi un décalage entre le moment où c'est décidé et la répercussion qu'on peut constater sur l'économie, d'accord. Donc il y a aussi un autre paramètre qui peut être difficile à estimer, c'est que les consommateurs et les entreprises peuvent ne pas réagir comme c'est prévu, d'accord, par rapport à ces changements de politique fiscale. Donc il y a aussi des conséquences inattendues à prendre en considération. Stimuler une économie peut en même temps, par exemple, stimuler l'inflation, d'accord. Donc, même si, d'une certaine manière, les intentions sont bonnes, il faut, comme vous le savez, les économies modernes sont des systèmes complexes avec des interactions, notamment humaines, qu'il faut pouvoir comprendre et éventuellement maîtriser. Donc, c'est le grand argument, pardon, Julien, des détracteurs des niches fiscales qui disent que finalement, l'avantage fiscal, le cadeau fiscal finit par se retrouver dans le prix du produit qui bénéficie du dispositif. Alors ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir assez longtemps, mais en tout cas, c'est clair que la politique fiscale, c'est un instrument, mais qui n'est pas immédiat et qui résout pas forcément toujours le problème qu'on veut traiter ou qu'il déplace. Tout à fait. Alors ici, je vois qu'il y a un commentaire, j'adore l'image du pigeon, mais il y a aussi un élément il y a les dovish et donc on parle de colombes. Lorsqu'on parle de personnes qui sont en train d'influencer sur la politique des banques centrales, est-ce que vous êtes agressif ou vous êtes plus conservateur par rapport à ça? C'est peut-être aussi l'image sur ce slide. Si on continue très rapidement, il y a aussi deux écoles, il y a les keynésiens et les monétaristes. Alors
Les Keynésiens sont bien évidemment nommés après l'économiste britannique John Maynard Keynes, d'accord, qui croit que la politique budgétaire peut avoir des effets puissants sur la demande globale. Donc ici, la production, l'emploi, lorsqu'il existe, vont être des capacités importantes inutilisées dans une économie. Et donc, on va essayer d'influencer là-dessus. Et certains économistes vont penser que les modifications des variables monétaires sous le contrôle des banques centrales ne peuvent pas affecter en fait les objectifs monétaires tels que l'inflation et ne vont pas conduire à des changements dans la production, d'accord, ou des changements dans l'emploi. Donc ça, c'est une question qui fait l'objet d'un débat vraiment intense entre les économistes. Et si vous regardez les monétaristes, eux, ils pensent que la politique budgétaire ne va avoir qu'un effet temporaire sur la demande globale et la politique monétaire va être un outil efficace pour influencer l'activité économique. Et donc ici, les monétaristes vont préconiser l'utilisation de la politique monétaire plutôt que la politique budgétaire pour contrôler d'une certaine manière les cycles de PIB, d'accord, de l'inflation, mais également les cycles de l'emploi. Donc il y a deux écoles qui s'opposent, qui a raison. Voilà, donc en fonction des époques, des modes, des fois. En France, on a plutôt été assez keynésianiste, je crois, en fonction des cycles qu'on peut observer. Donc ensuite, si on continue, ici, il y a encore une fois le point de vue des économistes sur la politique monétaire et fiscale, et on peut se dire que dans la pratique, comme c'est indiqué, les gouvernements et les banques centrales sont susceptibles d'agir en fonction des conditions économiques. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsque les conditions économiques sont, on va dire, extrêmement préoccupantes, d'accord. Et lorsque l'on parle, par exemple, ou lorsqu'une récession est identifiée, ou lorsque l'inflation et le chômage sont élevés, l'économie moderne est encore une fois un système complexe de comportement et d'interaction humaine, et donc pour encourager la croissance du PIB, il faut encore une fois avoir une connaissance approfondie des effets que peut avoir la modification des taux d'intérêt ou des taxes, des impôts sur les décisions des consommateurs et des entreprises. D'accord? Donc il y a vraiment cet élément d'essayer de tester, de voir comment on peut avoir un impact significatif pour améliorer ou ralentir une économie. Donc, pour finir sur cette partie, les décisions prises par les consommateurs et les entreprises en fonction des changements de taux d'intérêt ou d'impôts peuvent affecter la croissance du PIB. Donc, c'est des outils à manier avec prudence parce que, encore une fois, il faut arriver à pouvoir les maîtriser, mais également voir si les effets sont ceux qu'on avait recherchés au départ. Je passe cette petite question puisque nous n'avons plus de temps et rapidement, nous regardons quelques perspectives et considérations. Donc, on a déjà vu que les actions étaient un outil intéressant. On a pu constater historiquement que les actions se sont plutôt bien comportées lors des cycles de hausse des taux, notamment de la Fed, mais vont connaître aussi plus de volatilité lorsque on a des cycles d'inflation élevés, d'accord? Et ici, les cycles d'inflation élevés, c'est ceux où l'inflation était faible pour commencer le cycle, d'accord, et où l'inflation va dépasser plus de 3,5%. Donc là, on comprend mieux la position des politiques et des banques centrales, parce qu'on voit dans la courbe verte période de haute inflation que bon, les actions arrivent quand même à gagner, mais avec beaucoup de volatilité, oui. Et une courbe moins ascendante que, par exemple, la courbe bleue, qui est celle qui se dessine pratiquement comme une courbe parfaite, pas linéaire, mais avec une volatilité finalement très écrasée et sur une très belle pente et un beau résultat final. Même le slow Fed cycle arrive finalement à tirer son épingle du jeu et à rattraper. Mais donc finalement, ce genre de graphique montre qu'une inflation trop forte
va pénaliser l'investissement en actions, mais qu'une inflation faible ou modérée va plutôt lui profiter. Tout à fait, tout à fait. Et donc, pour terminer, quelques éléments supplémentaires sur les obligations ici même. Donc, vous avez un certain nombre de crises qu'on a pu observer sur les marchés à différentes périodes, et pour montrer aussi le côté parachute, le coussin pour protéger les portefeuilles des obligations. Et ici, vous avez donc les obligations européennes, et vous voyez que historiquement, sur un certain nombre de crises et de périodes moins favorables, ces obligations européennes ont offert une protection contre le risque baissier lorsque vous aviez un contexte de forte baisse sur les actions européennes. Donc c'est juste pour resituer aussi dans le contexte, pour voir que, en fait, finalement, chacune de ces classes d'actifs a un rôle à jouer dans un portefeuille, dans une bonne diversification, en fonction des objectifs, en fonction de l'aversion au risque des investisseurs. Et je terminerai juste rapidement en vous donnant ce petit élément, je voulais mettre à la fin de la présentation, sur alors il y en a 7 principes qui résistent à l'épreuve du temps, qu'il faut avoir en tête justement pour, avec l'aide de vos conseillers en gestion de patrimoine, de pouvoir justement avoir les résultats les meilleurs possibles, atteindre vos objectifs en gardant en tête ces éléments de diversification, le fait de rester investi, de ne pas sortir des marchés au moindre coup de tabac, parce qu'en général, c'est contre-productif. Et moi, je dis souvent, si vous voulez faire ce qu'on appelle du market timing, il faut avoir raison 2 fois. Le moment où vous sortez, mais également le moment où vous allez revenir. Et en général, on a du mal à revenir, on n'arrive jamais à revenir au bon moment. Et au bout du bout, on obtient de mauvaises performances. Et on l'a déjà évoqué lors de cette présentation, ne laissez pas vos émotions guider vos investissements, vos décisions, parce qu'en général, c'est vraiment contre-productif. Et je finirai, bien comprendre sa tolérance au risque par rapport à son expérience sur les marchés financiers pour pouvoir justement avoir le meilleur ajustement en termes de portefeuille. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre participation et votre écoute. Je te passe la parole, Emmanuel. Merci. Oui, alors merci beaucoup, Julien. C'était intéressant. On a un peu débordé. Moi, j'avais pensé un peu moins d'1 heure plus les questions, et ça fait déjà 1h11, mais on a à un moment donné échangé et soulevé quelques questions qui étaient posées. Donc, pour ceux qui auraient encore des questions et un intérêt pour le sujet et qui souhaiteraient prolonger un petit peu, je vais extraire deux ou trois questions qu'on n'a pas traitées directement. Quid des obligations indexées sur l'inflation? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que ça marche? Julien, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi je t'entends. Bon, donc, est-ce que vous avez une réponse à faire sur les obligations indexées sur l'inflation? C'est la panacée, ça permet d'avoir l'avantage de l'obligation et une indexation garantie. Vous avez un point de vue là-dessus? Moi, je dirais un outil à avoir en portefeuille. Je pense que cette obligation, alors je ne connais pas les produits en question, mais c'est un élément supplémentaire qu'on peut avoir en portefeuille pour se protéger de l'inflation. Mais on s'aperçoit aussi que l'inflation, si effectivement on a ce reflux qui se confirme, elle sera peut-être plus aussi élevée qu'avant. Donc, je pense que ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi, d'une certaine manière, une forme de frein dans l'évolution du portefeuille sur le plus long terme. Donc, ça peut être peut-être un élément tactique à un moment donné s'il y a une trop forte inflation. Après, sur le long terme, il faudrait regarder de plus près sur un portefeuille ce que ça donne en termes de frontières efficientes, d'ailleurs d'optimisation en fait du couple rendement-risque sur un portefeuille. Merci Julien. Moi, je vais donner un avis, une opinion sur les obligations indexées sur l'inflation. Ça marche assez bien quand l'inflation monte lentement.
Mais lorsque l'inflation s'envole, il y a un effet d'inertie qui n'est pas très favorable parce que finalement la perte de valeur du portefeuille l'emporte sur l'indexation qui arrive avec un effet retard. Et on l'a vu d'ailleurs récemment là pendant ces 2 années où l'inflation s'est réinvitée et où les fonds investis en obligations indexées sur l'inflation ont plutôt sous-performé à court terme parce que le phénomène de hausse de taux était trop fort et trop rapide. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, quand on achète une obligation indexée sur l'inflation, c'est pas une obligation qui sert le même taux que les autres obligations avec en plus en cadeau une indexation sur l'inflation. C'est qu'au départ, en contrepartie de cette indexation sur l'inflation, l'obligation propose un coupon plus faible. Donc, on démarre avec un portefeuille moins rentable, avec des obligations moins rentables, parce que l'on sait qu'on a éventuellement ce moteur d'indexation sur l'inflation qui pourra jouer sur le long terme. Mais lorsque les taux remontent, ce portefeuille d'obligations qui est déjà moins performant qu'un portefeuille obligataire classique, il y a une période d'ajustement qui n'est pas très favorable et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, par exemple, en 2022 et en 2023, les fonds obligataires indexés sur l'inflation n'ont pas délivré de très bonnes performances. Donc ça, je pense que c'est un point qui est toujours intéressant de souligner. Donc je reprends les questions rapidement pour essayer d'en extraire un maximum. On a une personne qui nous demande, à part investir dans des actions que l'on considère comme à risque, les obligations et les SICAV monétaires sont déconseillés à moyen terme dans cette analyse. Alors oui et non, parce qu'en fait chaque classe d'actifs a son rôle à jouer. Le monétaire, c'est pour des placements d'attente et on peut difficilement consacrer une partie de son argent destiné à payer par exemple ses impôts dans quelques mois ou l'année suivante en mettant ça en action. Donc il y a une temporalité qu'il faut aussi intégrer et puis une mixité puisque on l'a vu tout à l'heure, les obligations parfois évoluent dans un sens, les actions dans l'autre et finalement ça crée une moyenne qui module et diminue la volatilité en fait de chacun de ces actifs. Alors, dans la question, il y avait également, et alors les placements en or, on n'en parle pas. C'est vrai, ça c'est une bonne question. L'or et l'inflation, l'imaginaire collectif, c'est que l'or, c'est une bonne valeur refuge contre l'inflation. Alors, moi, j'ai pas le graphique ici, mais historiquement, l'or, c'est un placement plutôt, j'allais dire, mitigé. C'est-à-dire que la plupart des asset managers vous diront que si vous voulez investir sur l'or, il vaut mieux acheter les entreprises qui vont extraire le minerai, donc acheter ça dans un fonds, parce que les variations de cours, sinon vous achetez une variation de cours sur l'or, l'or ça n'offre pas de dividendes, ça ne verse pas de coupons par exemple, et les courbes que j'ai vues moi historiques, les mêmes qu'on a vues par rapport aux actions européennes, les rendements étaient pas terribles en général d'une année sur l'autre, à part des périodes spécifiques. Est-ce que l'or est en train de monter en ce moment parce que les banques centrales chinoises et russes sont en train d'acheter de l'or? Personne ne sait pourquoi l'or est à ce niveau en ce moment. Après, effectivement, ça peut être une valeur refuge dans certaines périodes plus complexes, notamment celles où on a vu beaucoup d'inflation. J'ai pas de conseils par rapport à l'or, mais c'est comme le monétaire, ou comme ce que vous avez dit, ou ce que tu as dit, Emmanuel, c'est-à-dire c'est une brique que l'on peut avoir dans son portefeuille en termes de diversification, pourquoi pas. Comme classe d'actifs principale, c'est plus questionnable. Ce qui est compliqué avec l'or, c'est que effectivement, on peut se dire c'est un bien réel, donc avec une quantité définie, parce que même si on en extrait chaque année, on connaît bien les capacités de production, les réserves d'or, etc. Donc en fait, il y a un effet rareté et une partie de l'or est utilisée
pour l'industrie, une partie est utilisée pour la bijouterie, l'orfèvrerie, et certains pays notamment sont très consommateurs d'or, comme l'Inde, où la tradition veut que plein de raisons, on s'offre des bijoux en or, etc. Donc, tantôt c'est le côté matière première qui peut l'emporter, tantôt c'est le côté monétaire, rassurant, stratégique. Et effectivement, aujourd'hui, si la Chine accumule autant d'or, c'est peut-être pour quelque part se dédollariser, dédollariser, merci beaucoup, je cherchais le mot, et essayer comme ça d'avoir une plus grande indépendance monétaire. Il peut y avoir des tas de raisons politiques, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à court terme, l'inflation n'est pas forcément une bonne chose pour l'or, parce que qui dit inflation dit remontée des taux d'intérêt, et donc lorsque les taux remontent et qu'on a la possibilité de prendre des obligations qui vont rapporter du 4, du 5, du 6 ou plus, eh bien, la concurrence entre l'or, qui est un actif qui rapporte 0, et une obligation qui va rapporter 5-6% ou plus, elle est terrible. Et en fait, on l'a vu d'ailleurs dans la période récente, quand les taux montaient, ça pesait sur les cours de l'or, et dès qu'on parle un peu de baisse de taux, ça fait remonter l'or. Et ces derniers temps, avec cette perspective que l'on a de baisse de taux, en particulier en Europe, au moins dans un premier temps, ça redonne un petit peu d'attrait pour l'or. Mais quand l'inflation est élevée et que les taux proposés par les obligations sont élevés, l'or perd en attractivité. Il faut imaginer que des investisseurs institutionnels qui ont beaucoup d'argent sur un actif qui rapporte 0, ça pose vraiment des questions à un moment donné d'arbitrage. Donc il reste cette dimension politique du côté monétaire de l'or qui peut être une alternative au dollar ou à d'autres devises. Mais en termes purement financiers, l'absence totale de rentabilité d'un lingot d'or, c'est pas très favorable en période d'inflation et de remontée de taux. En tout cas, à court terme, ça s'est démontré à plusieurs reprises. Il y a eu des questions sur la différence entre baisse d'inflation, déflation. Donc, quand on parle de baisse d'inflation, on parle souvent de baisse finalement du rythme de l'inflation, mais pas d'une diminution de l'inflation. C'est quand on dit qu'on a une baisse d'inflation, c'est qu'on passe de 5 à 4 ou de 4 à 3, mais on reste quand même en inflation. Et si vraiment on devient négatif, là c'est de la déflation. Et c'est ça aussi qui fait peur, puisque les banques centrales et les États qui essayent de piloter un petit peu tout ça ne veulent pas que l'inflation s'envole, cherchent à maîtriser par les différentes politiques que vous nous avez démontrées, les politiques monétaires, les politiques de taux, les politiques fiscales, etc. Mais si les effets attendus sont finalement trop forts, parce que des décisions qui ont été prises soit au mauvais moment, soit dans des proportions un peu trop importantes, ça peut ramener l'inflation à un niveau trop bas finalement, voire négatif. Et ça, la déflation, on l'a vu, aussi mauvais qu'une inflation trop forte. Parce que là, ça nous situe en zone rouge en termes de croissance économique, puisque le système on va dire financier, économique mondial repose sur une nécessité de toujours avoir quand même un minimum de croissance. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand ce modèle-là va durer, puisque ça pose aussi des problèmes de durabilité au niveau de la planète, cette course à la croissance. Mais en tout cas, aujourd'hui, le système tel qu'il existe a besoin d'être toujours en croissance pour que les différents acteurs économiques s'y retrouvent. On a eu une question sur les conséquences sur l'immobilier, les SCPI, les SCI, etc. Bon, je vais répondre à cette question rapidement. Oui, effectivement, si l'inflation déclenche une hausse des taux, la hausse des taux a un impact sur les actifs, et cet impact, il est globalement négatif instantanément sur tous les actifs. Alors, pas forcément dans la même proportion. Il peut y avoir également
un effet de temps qui fait que sur certains actifs, ça se résorbe plus ou moins vite. Mais il est très clair que quand les taux remontent, les nouvelles obligations sont en concurrence avec les autres actifs qui deviennent moins attractifs et donc perdent de leur valeur. Alors que ce soit des actions, les anciennes obligations qui ont été émises avant que les taux remontent, l'or, l'immobilier, en fait, tous les actifs, dès lors que on a un nouvel actif qui émerge avec des rendements beaucoup plus attractifs, il déprécie tous les autres. Alors après, ça peut se corriger dans le temps, mais c'est inéluctable, c'est mathématique. Donc on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans les expertises qui sont faites par les investisseurs institutionnels lorsqu'ils évaluent leur patrimoine immobilier, notamment au travers des SCI et des SCPI. Ils prennent un tableau Excel et ils partent du principe que les immeubles qui rapportaient X%, en compétition avec une obligation qui rapporte plus, eh bien, doivent être dépréciés pour que l'investissement dans ces biens immobiliers à l'achat apporte un rendement suffisamment compétitif par rapport aux obligations concurrentes. C'est ce qu'on appelle la prime de risque et la prime d'illiquidité sur l'immobilier. Il faut que l'immobilier rapporte un peu plus que les obligations. Et comme on ne peut pas du jour au lendemain faire monter les loyers comme la Banque centrale fait monter les taux, eh bien pendant un certain temps, il y a un décalage et le seul moyen de rester compétitif sur la partie taux, puisqu'on ne peut pas monter les loyers, il faut baisser la valeur d'achat pour que les nouveaux investisseurs soient attirés et souhaitent investir dans cette classe d'actifs. Donc on peut espérer notamment qu'avec la baisse des taux annoncés pour ce mois de juin, donc c'est demain, donc redonne un petit peu de vigueur à certains actifs qui ont été particulièrement touchés dans les valorisations et dans les estimations liées à la remontée des taux. Je précise aussi une chose importante, c'est que toutes ces estimations, par exemple, qui sont faites dans les SCPI et les SCI, ce sont des valorisations tout de même théoriques, parce que il faut valoriser des centaines d'immeubles dans un portefeuille à un instant T, et le vrai prix, c'est le prix auquel on vend l'actif. Mais comme on ne le vend pas, on essaye d'évaluer sa valeur au plus juste, mais il y a aussi beaucoup d'immeubles qui, en réalité, au moment de la vente, font sortir une valeur réelle supérieure aux estimations qui ont été données par les experts. On le voit très souvent, des SCPI qui ont vendu 5-10% plus cher que la valeur d'expertise. Donc ça, c'est un phénomène un petit peu complexe à expliquer, parce que valoriser un actif immobilier, un patrimoine immobilier constitué de plein d'actifs différents, c'est appliquer des méthodes un petit peu arbitraires et mathématiques, mais après, au cas par cas, la réalité du marché peut être un peu moins mauvaise, voire nettement meilleure. Donc, on a une personne qui nous dit qu'une très bonne protection contre l'inflation, c'est être propriétaire de sa résidence principale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julien. Écoutez, moi je dis oui, pourquoi pas. Après, ça fait partie du patrimoine de l'ensemble en fait de la surface de patrimoine qu'il faut considérer. Moi, j'ai pas d'avis particulièrement sur la résidence principale j'ai mon avis personnel qui n'engage pas celui de Franklin Templeton. Je pourrais plus vous répondre sur les classes d'actifs traditionnelles de valeur mobilière que sur l'immobilier, qui n'est pas du tout ma spécialité. Alors là, c'est un grand débat. On va conclure là-dessus, parce qu'effectivement, on parlait de l'acquisition de la résidence principale. Il y a les pour et les contre. Moi, je dirais qu'au-delà de l'inflation, être propriétaire de son toit, c'est quand même sécurisé, ce qui représente en général à peu près un bon tiers du budget des ménages, et de pouvoir maîtriser un petit peu justement le budget du logement, et d'avoir la maîtrise du lieu où on désire habiter, de ne pas être obligé de changer de résidence pour des raisons de pression à supporter sur le plan d'un loyer, etc. Mais il y a plein d'arguments en faveur d'être propriétaire ou en faveur d'être locataire, et bien au-delà de la dimension de l'inflation, c'est un grand débat. Donc je pense que là, on a répondu à pratiquement
toutes les questions. Il y avait des questions un peu plus pointues sur quelle valeur il faut se positionner en ce moment, quelle valeur au sein du CAC 40, est-ce qu'il faut mettre plutôt des actions, des obligations en ce moment, est-ce qu'il faut mettre tel ou tel fonds ou telle classe d'actifs ou telle valeur cotée en bourse. On ne peut pas répondre à toutes ces questions-là au cours de ce webinaire, mais on débattra évidemment volontiers de tous ces sujets en face à face avec chacun d'entre vous si vous voulez poursuivre ces échanges. On n'a pas forcément la réponse à tout et la bonne réponse, mais on peut en tout cas échanger des arguments pour et contre les différentes possibilités et vous aider à y voir clair. Actuellement, il est clair qu'on remanie pas mal les portefeuilles parce que la baisse des taux annoncés a des impacts sur les portefeuilles obligataires, sur les actions. On aime bien aussi avoir un peu d'infrastructure, notamment dans les contrats d'assurance vie qui le permettent ou dans des fonds non cotés en direct pour ceux qui ont les moyens financiers de le faire. Et donc, il y a pas mal de sujets qui n'étaient pas d'actualité il y a encore 2 ans et des réarbitrages à faire en ce moment. Donc, c'est un sujet vivant et on sera ravis de débattre de tous ces sujets-là avec chacun d'entre vous. Merci d'avoir assisté et d'être resté nombreux jusqu'au bout. On a pas mal prolongé et on a encore beaucoup de personnes connectées. Donc, ça veut dire que, Julien, vous avez intéressé et captivé notre auditoire. Merci beaucoup pour cette présentation et à bientôt pour un prochain webinaire sur notre expert sur un plateau, sur un autre thème qu'on vous dévoilera prochainement. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.